Estimation des immeubles ruraux. Commençons par aborder les facteurs de la valeur des immeubles ruraux. Première partie. Toutes les méthodes d'estimation utilisées dans le secteur rural sont simples à appliquer, sauf peut-être certaines des méthodes mathématiques utilisées pour les forêts et les bois. La difficulté de l'expertise ne réside donc pas dans l'application des méthodes, mais dans la nécessité d'un bon diagnostic préalable sur les qualités et les défauts des biens étudiés. Ceci illustre l'importance d'une bonne appréciation des facteurs de la valeur. La définition de l'immeuble rural. Il y a une grande diversité d'immeubles. Sont considérés comme immeubles ruraux les exploitations agricoles entières, ainsi que les parcelles ou groupes de parcelles qui ne constituent pas à elles seules des exploitations. Les bois et les forêts sont également des biens ruraux. Les maisons dans les bourgs ruraux ou même isolées à la campagne, les anciennes fermes, qu'il s'agisse de résidences principales ou secondaires, ne font pas l'objet de méthodes d'estimation différentes de celles employées pour les maisons en zone urbaine. La diversité des interventions demandées à l'expert. Les experts peuvent être sollicités pour estimer la valeur vénale d'une propriété rurale, qu'elle soit libre ou occupée, dans un but de vente, de partage, de succession, de déclaration fiscale, etc. Également de fixer la valeur locative du bien conformément à la réglementation, d'établir un état des lieux à l'entrée ou à la sortie d'un fermier, d'évaluer le cheptel mort, c'est-à-dire le matériel ou vif, c'est-à-dire les animaux, et les améliorations apportées par un fermier, et enfin de déterminer la valeur à laquelle les bâtiments doivent être assurés. Quels sont les facteurs physiques de la valeur? Commençons par aborder la qualité agronomique du sol. Bien évidemment, toutes les parcelles n'ont pas la même aptitude à produire une récolte abondante, car elles n'ont pas toutes la même qualité. C'est à l'aide de quelques notions d'agronomie que l'on pourra porter un jugement sur la qualité d'un sol. Justement, quelle est la définition du sol? Le sol est la couche superficielle de matériaux meubles créés par la lente action du climat, des plantes et des animaux qui ont décomposé la roche-mère. Sous l'effet de la percolation de l'eau de pluie, le sol s'organise en couches dites horizons pédologiques. Il existe de nombreux types de sols dont les horizons s'organisent différemment. Le sol joue un double rôle. Celui de support de la plante, il doit répondre à certaines conditions de stabilité, d'aération et aussi de perméabilité, c'est-à-dire qu'il doit avoir la bonne structure physique. Et il joue le rôle également de garde-manger de la plante. Il doit contenir suffisamment de substances minérales et d'eau pour répondre aux besoins nutritionnels de la plante. La texture du sol. La texture du sol peut être définie par un ensemble de propriétés qui résultent de la taille des constituants du sol. On classe ainsi les constituants. Les cailloux, qui sont des morceaux de roche d'un diamètre moyen supérieur à 2 cm, les graviers, qui vont de 2 cm à 2 mm, les sables grossiers, de 2 mm à 0,2 mm, et enfin le sable fin, de 0,2 mm à 0,02 mm, qui sont des éléments de division favorisant la perméabilité à l'air et à l'eau. Il y a également les limons, en clair, tous les éléments dont la taille est comprise entre 0,02 mm et 0,002 mm, l'argile, qui concerne tous les éléments dont la taille est inférieure à 0,02 mm, l'argile, substance plastique gourmande en eau, est liante. Contrairement au sable, c'est un élément de cohésion. La répartition relative de ces différents constituants permet de distinguer la terre franche, qui est une terre perméable. On y rattache les sols de limon des plateaux, également la terre argilo-siliceuse ou argilo-sableuse, qui est une terre imperméable qui peut être améliorée par le drainage. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Il y a également la terre argilo-calcaire, qui est une bonne terre à céréales. La terre argilo-humifère, qui est mauvaise, puis la terre argileuse, qui est presque imperméable. Elle est utilisable en prairie, mais il faut la drainer pour y faire des cultures. Il y a aussi la terre sablo-argileuse, qui est une terre pauvre,
mais que l'on peut améliorer par l'apport de calcaire et d'engrais. La terre sablo-calcaire, qui est une terre très perméable et qui sèche rapidement. Et enfin, la terre sableuse, qui est une terre trop perméable et donc incultivable. La structure du sol. La structure du sol est le résultat de la façon dont les constituants élémentaires sont liés. Schématiquement, les éléments sont soudés entre eux par une sorte de mortier pour former des agrégats qui se rassemblent ensuite pour constituer des mottes. Les lacunes, c'est-à-dire la porosité, sont nécessaires pour que l'air et l'eau puissent circuler et constituer un sol de qualité. Une terre battante est une terre dont la structure se dégrade sous l'action de la pluie. Les éléments fins peuvent former une croûte imperméable qui empêche la germination des semences. Au regard de ces caractéristiques physiques, un bon sol doit être divisé, c'est-à-dire composé d'éléments de tailles différentes, perméable, l'eau doit y circuler, aéré, pour permettre la vie microbienne du sol, frais, il doit contenir de l'eau, mais sans excès, stable, il ne doit pas se gonfler avec l'humidité, se rétracter avec la sécheresse, être emporté par le vent ou être battant, et enfin, profond, car les racines peuvent exploiter les éléments minéraux et l'eau sur une profondeur très supérieure à celle du labour. Les composants chimiques et l'acidité. Les principaux éléments utilisés pour la fertilisation des cultures, parce qu'ils sont indispensables au développement des plantes, sont l'azote, désigné par la lettre N, le phosphore, P, et le potassium, K. Les nutriments ainsi protégés du lessivage deviennent disponibles pour les racines de la plante. On peut en déduire que les terres sableuses comportant peu d'argile et d'humus ne retiennent pas suffisamment les éléments nutritifs et l'eau. On peut en déduire également que les terres riches en humus et en argile retiennent bien les engrais qu'elles reçoivent et peuvent les restituer aux plantes. Les analyses du sol fournissent des informations sur l'abondance des différents éléments chimiques. De plus en plus d'agriculteurs utilisent les diagnostics de sol pour prendre leurs décisions en matière d'apport d'engrais. L'acidité du sol est mesurée par le pH. Sur ce critère, on peut ainsi classer les sols. Vous voyez s'afficher ce classement à l'écran. La plupart des plantes cultivées se développent de manière optimale près de la neutralité. Toutefois, une légère acidité favorise la mobilisation des éléments nutritifs dans le sol. Sous le seuil de 5,5 pour le taux de pH, on ne retrouve plus guère que des vieilles prairies naturelles parmi les sols cultivés. En l'absence d'analyse, l'expert peut se faire une idée du pH en observant la végétation. L'eau dans le sol. Les différents types de sols ont une capacité de rétention en eau différente, allant de 13% en limon sableux à 48% en sol très argileux. Cette eau est utilisée par les plantes, mais une partie s'évapore et une autre ne peut être mobilisée par les plantes. L'eau est essentielle, mais une trop grande quantité peut être nuisible. Le drainage doit permettre d'éliminer l'excès d'eau qui entraîne une asphyxie du sol. Certains sols drainent naturellement bien, comme des sols sableux par exemple. De plus, une pente légère est favorable au drainage naturel. Les sols naturellement mal drainés peuvent être améliorés par un drainage artificiel, par fossés ouverts ou par drains enterrés.